De retour pour cette troisième partie de Sartez-moi de là avec Jacques Gouin qui est toujours avec moi. Ça va Jacques? Très bien, très bien. Comédien, metteur en scène, animateur, créateur de la compagnie Jean Pluriel, on en parlera évidemment dans les 5 dernières minutes ensemble. Et je vais vous présenter nos trois compères pour cette dernière partie. Marielle Béas, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes la présidente de la LDAS, la Ligue de défense des animaux en Sarthe. Évidemment, on va parler de ce refuge. Ça me tient à cœur et je suis ravi que vous soyez sur le plateau pour en parler. Blandine Nico, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la rédactrice en chef de Maine Découverte. Hop, je l'ai en main, il est tout chaud, il vient tout juste de sortir. Et on va évidemment parler de certains de ces très beaux articles qu'on peut trouver dans Maine Découverte. Et puis Serge Bertin, bonsoir. Bonsoir. Alors on vous retrouve aussi dans Maine Découverte, Serge Bertin, pour parler de patois. Mais ce soir, ça va être un autre mot de patois dont on va parler avec vous. On va parler de l'expression « ouvrons l'armoire ». On en parlera évidemment dans quelques minutes. On va découvrir tous les secrets de ce patois sartois. Allez, on passe tout de suite au passionné de la semaine, la passionnée de la semaine. Ça vous fait rire, Marielle Béas, la passionnée de la semaine. Mais oui, vous êtes une passionnée, une passion pour les animaux. Vous êtes la présidente de cette ligue depuis février 99. Comment est née cette passion pour les animaux? Je dirais pas que c'est une passion, c'est pas une naissance, c'est inné. J'ai toujours été élevé avec des animaux. Et puis bon, mes parents s'occupant du refuge, puisque c'est eux qui l'ont créé en 1981, donc j'ai toujours été avec eux depuis 1977, qui se sont occupés du refuge sur Neuville. Donc, et c'est tout naturellement que... Et après, bon, au décès de la présidente qui était ma maman, j'ai repris, si on peut dire, les rênes, malgré moi. Ça m'a été un petit peu imposé, mais bon, j'assume maintenant. Alors, votre structure, 6 salariés, 30 bénévoles qui interviennent avec beaucoup d'animaux dans ce refuge. J'y suis allé, donc je peux vraiment en parler. 150 chats, 50 chiens, des ânes, des moutons, des caprins, des poneys. Il y a plein de choses. C'est un vrai refuge, tout simplement. Des nacs. Des nacs, c'est quoi? Des animaux de compagnie. D'accord. Donc ça va un cochon d'Inde, un chinchilla, furet. On appelle ça des nacs. Ça s'appelle des nacs, des nouveaux animaux de compagnie. Donc on trouve tout ça évidemment chez vous. Oui, oui. Quel est le rôle de la Ligue de défense des animaux? C'est de récupérer les animaux qui sont abandonnés? Qui sont abandonnés, maltraités. Donc abandonnés, il y a deux sortes d'abandon, c'est aussi bien l'abandon sur la voie publique ou l'abandon direct. Disons que c'est les personnes qui font la démarche eux-mêmes de venir au refuge pour X ou Y raison. Ils ont toujours une bonne raison lorsqu'on veut abandonner un animal. Il y a des bonnes raisons, mais il y a aussi des mauvaises raisons. Parfois. Cet après-midi, on a amené un chat de 17 ans. Que vous devez prendre en charge évidemment. Et oui, n'ayant plus de maître, les maîtres étant décédés tous les deux, donc le chat se trouvait enfermé dans la maison tout seul. Alors vous êtes aussi pension, c'est-à-dire qu'on peut partir en vacances et emmener notre chat notamment. J'y suis allé en fait, les chats, je suis étonné, les chats ils ont de la musique. Expliquez-moi Marielle. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut de la musique pour les chats, je ne le savais pas. Faut pas spécialement de la musique, mais disons que si vous voulez le chat en pension, ou même que ça soit en refuge, stresse énormément. Donc en leur mettant de la musique, ça leur fait plus ou moins de la compagnie. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu, il y a beaucoup de pensionneurs qui se sont aperçus et qui veulent plus faire de gardiennage de chat, parce que c'était des gros problèmes, le chat stresse énormément. Donc on leur met de la musique, et bientôt ils auront une petite lumière d'ambiance. Super. Ça va être... Super. Non mais qui changera. Alors comment on fait si on veut être un bénévole au sein de la Ligue? Est-ce que c'est possible? Il suffit de téléphoner donc au refuge et on dirigera la personne vers la responsable des bénévoles. C'est une personne que vous connaissez, c'est Solène, qui s'occupe des bénévoles, notamment le mercredi ou le jeudi, qui prennent contact parce qu'il y a quand même des règles à respecter. On n'est pas bénévole comme ça. Et puis ça permet d'aller promener les animaux, mais on a des circuits qu'il faut respecter et le voisinage aussi. Et si on veut récupérer des animaux, acheter des animaux, on peut aussi venir au refuge comme ça oui, alors à Neuville directement. Il faut savoir qu'on n'est pas des vendeurs. On propose des animaux à l'adoption qui sont tatoués et vaccinés. D'accord. Lorsqu'on peut, je parle pour les chiens, qu'on peut les opérer, on les opère parce que ça a quand même un coût. Mais les chats partent tous tatoués, vaccinés et opérés. Très bien.
Parfait. C'est-à-dire... Le chat castré et la chatte oui. vario. En bon état. C'est bien ce que j'avais traduit. Merci Marielle. C'est moi qui vous remercie. Et on passe maintenant à la Sarthe vue par. C'est parti. La Sarthe vue par la presse et Maine Découverte avec vous, Blandine Nico. Vous en êtes la rédactrice en chef. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce nouveau numéro de Maine Découverte qui sort avec plein de reportages tout aussi intéressants les uns que les autres. On en a sélectionné 2 ce soir pour parler. Les jardins simples. Vous connaissez Jacques Gouin, les jardins simples? Oui. Donc on va parler des jardins simples quand la science des plantes se fait prétexte à l'art des jardins. Alors c'est quoi un jardin simple, Blandine? Les jardins simples, ce sont tout simplement les jardins où on peut trouver des plantes médicinales. Les simples. Voilà. Les simples, voilà. Donc, alors les jardins simples étaient surtout, ont toujours été créés, ont été créés depuis la nuit des temps puisqu'on se soignait avec les plantes. On les a surtout trouvés dans les abbayes, les monastères, puisqu'on se soignait donc avec ces plantes, et le jardin simple avait aussi une symbolique religieuse. Donc on avait par exemple, c'était une reproduction en fait du paradis perdu en quelque sorte de l'Éden. Alors il y avait une fontaine au milieu qui était donc le symbole de la vie. Les allées étaient en croix pour rappeler la fonction symbolique et religieuse. Et puis donc il y avait surtout aussi cette utilisation médicinale avec Hildegarde, qui était un peu abbesse et surtout qui était précurseur dans ce domaine-là et qui avait donc fait tout un protocole pour se soigner avec les plantes. Est-ce que la pratique de ces jardins a ensuite disparu au cours du temps, ou elle s'est toujours maintenue parce qu'aujourd'hui il y a une réapparition, il faut être clair, de ces jardins Oui, alors elle était très utilisée au Moyen-Âge. Ensuite, on a eu un certain déclin et aujourd'hui, donc elle revient au goût du jour avec... on a tous envie de mieux consommer, on se méfie un peu tous de l'industrie pharmaceutique à tort ou à raison. Et justement, dans cet article que Marie-Aimée Hide a écrit avec Isabelle Maresco, elles ont interrogé Alain Robert qui est pharmacien herboriste et donc lui il a un avis assez intéressant puisque pour lui on peut soigner par les plantes bien évidemment, et aussi il faut pas non plus cracher sur l'industrie pharmaceutique. Les deux peuvent avoir du bon et surtout ça passe par une bonne alimentation. Il nous rappelle des principes assez simples finalement. Alors est-ce qu'aujourd'hui on peut en trouver en Sarthe des jardins? Alors beaucoup de jardins de simples ont éclos un peu partout en France. En Sarthe on a bien le donjon de Ballon qui a repris ce jardin. Et puis donc pour la 10e édition de Cour et Jardin, chaque année il y a une nouvelle création, des nouveaux jardins qui s'ouvrent. Donc il y a le jardin du maître tanneur qui est sur le bord des quais qui va s'ouvrir. Donc c'est une écossaise qui va ouvrir ses portes. Et puis donc ce jardin de simple sera aussi un petit peu la fin du parcours botanique pendant cet événement. Et donc là encore, il a été construit vraiment avec certaines règles. Alors les parterres ont été construits en fonction des solstices et des équinoxes. Les espèces ont été plantées en fonction de leur appartenance génétique. Enfin, vraiment, c'est très approfondi. Article à découvrir absolument dans Maine Découverte, je vous l'offrirai, Jacques Gouin, à la fin de l'émission. C'est gentil. Parce qu'il est vraiment très intéressant. Autre article très chouette, d'anciens bains-douches à Laval qui sont devenus aujourd'hui un lieu d'art déco. Vous le saviez, Jacques Gouin? Ouais. J'y suis pas allé, mais je savais. Ouais, c'est très beau, les photos sont juste exceptionnelles. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Au lieu des bains-douches depuis 1920, disparition au début des années 2000 parce que du coup il n'y avait plus de public. Ouais. Ensuite on s'est un peu posé la question de savoir ce que ça allait devenir et aujourd'hui c'est un vrai nouveau lieu de culture. Et en fait c'est surtout un chef-d'œuvre architectural puisque toute la mosaïque est signée Isidore Odorico, donc qui a quand même œuvré à l'Opéra Garnier. Il a fait d'autres belles œuvres comme la Maison Bleue à Angers. Et puis aussi le fameux vitrail d'Auguste Allôme, donc qui a été restauré.
Et donc l'inauguration des bains-douches a eu lieu ce week-end. Donc c'est vraiment un lieu qui a été restauré de fond en comble. Beaucoup d'artisans de Sarthe et de Mayenne et même d'Angers ont travaillé sur ce projet. Et il ne faut pas oublier aussi que cette restauration a eu lieu grâce à des mécènes privés comme la Fondation du patrimoine, les Amis du patrimoine et les institutionnels, la DRAC, le conseil départemental. Et vraiment, c'est une très belle entreprise. Et donc, eh bien, derrière chaque cabine de douche, on pourra voir des œuvres. Alors, ça va être un lieu d'exposition. Ils vont aussi accueillir des artistes. Donc, et un lieu assez petit finalement et assez intimiste. Donc, qui peut vraiment être très intéressant. Un lieu qui sera évidemment à découvrir samedi et dimanche dans le cadre des journées du patrimoine. Exact. Merci Blandine. Est-ce que vous parlez patois, Blandine? Absolument pas, mais je me régale à chaque fois que je reçois la petite chronique de Serge Bertin qui est super. Et ben on passe maintenant à notre patois de la semaine. Monsieur Bertin, c'est avec vous qu'on va parler patois ce soir et on va parler du mot, de l'expression « ouvrons l'armoire ». Oui, ouvrons l'armoire, parce que notre patois, finalement, c'est une armoire. Une vieille armoire, 2 portes, des étagères, et sur les étagères, des piles de mots. Il suffit de prendre des mots, de les essayer, et c'est gratuit. Donc, le patois, c'est une armoire. Mais puisque je parle du patois, je ne devrais pas dire une armoire. Je devrais dire une armoire. Et c'est ce mot armoire qui va être l'origine de tout mon propos sur le patois. D'accord. Parce que dans le mot armoire, il y a tout un tas de choses. D'abord, quand je dis armoire, c'est tranquille, c'est lent, c'est du patois. Les gens dans la Sarthe, comme dans beaucoup de campagnes, n'étaient pas pressés. Vous dites armoire, c'est déjà fini. Armoire, là, vous en profitez bien. C'était le temps où les patoisans, ils n'avaient pas de montre, mais ils avaient tout le temps et ils maîtrisaient le temps. Alors, dans armoire, il y a d'abord le A. Le A, c'est pas A, c'est O. C'est comme un O ouvert, comme la mort. Quand on dit une mare, dans la campagne, va donc dans la mare, si vous entendez un patoisan, il vous dit va donc dans la mort. Vous dites il n'a pas le moral. Non, parce que la mort, c'est la mare. D'accord, il faut bien le prononcer. Il faut bien le prononcer. Attention, parce que le mot mort, ça ne se dit pas mort. Ça se dit la mot. Alors, après le A, alors, mouer, tiens, le mouer, ça roule, c'est joli, ça. Alors, les spécialistes, les savants, ils nous ont dit, oui, bon, les patoisans, ils sont paresseux du grossier. C'est-à-dire qu'ils déforment les mots. Ils les polluent. Le beau français pollué. Armoire est pollué en armoire. Un peu comme la foire, la foire. Une balançoire, ou mieux, une balançoire. Alors, voilà ce qu'ils disent les savants. Et ils ont raison? Ben non. Non. Enfin, tout au moins, je ne crois pas. Et je crois que le mot « ouer », enfin, le son « ouer » n'est pas une déformation de « war ». « Oué » ne vient pas de « wa », je dirais même que « oué » a précédé « wa ». L'amour de moi. Et voilà. Et là, justement. Et c'est là où je vais. Alors, quand j'ai vu mon interlocuteur, j'étais pas à l'aise parce que je vais vous parler du théâtre de M. Molière. Je me suis dit, mais non. Dans quel guêpier me suis-je fourré pour parler du théâtre? Et pourtant, pardon, acte 1, scène 1, le misanthrope. Je vous dis ce que vous entendrez aujourd'hui. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres, mais après ce que je viens de voir paraître, voilà ce qu'on entend. La rime est bonne. Si vous lisez le manuscrit, si vous lisez le texte dans vos bourdoles, les petits classiques, vos bourdoles ou ailleurs, vous découvrirez. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres, mais après ce qu'en je viens de voir paroître. Vous dites, il y a un truc là. Paroître, ça ne rime pas avec être.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'au XVIIe siècle, et là je me réfère à une linguiste distinguée qui s'appelle Henriette Walter, et une amie qui est amie aussi de Henriette Walter qui s'appelle Dominique Beucher, eh bien, le OE précédait donc le OA, et ça n'est qu'au XVIIIe siècle que le OI est devenu OA. Mais au XVIIe, OI se prononçait OE. Et du coup, ça marche bien. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître. Ça veut donc dire que si on disait le misanthrope comme il faut, à chaque fois qu'on dit à la place de parouette, il faudrait dire ouet, et comme vous disiez, le ouet devrait remplacer systématiquement le wa. Absolument. Ça n'est que le petit peuple de Paris qui, à la fin du XVIIIe siècle, a imposé le wa. Donc vous le voyez, finalement, on pourrait dire que le wa d'armoire est une déformation du ouet d'armoire. Avant de fermer la porte de l'armoire, je vous invite à piquer un nouveau trésor. Justement, vous l'avez peut-être entendu, c'est le R. Le R roulé. Là encore, le R roulé, il précède, bien sûr, le R... allez, je vais me faire des ennemis, mais le R parisien. Ah, c'est pas le R plantureux des Bourguignons, c'est pas le R rocailleux des Pyrénéens, c'est un R modeste, le nôtre. On ne mord pas sur le R, mais on fait comme le maître de philosophie avait dit à M. Jourdain, quand il lui disait « Et l'air, en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlé par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, formant une manière de tremblement « ra ». Ça veut donc dire qu'au XVIIe siècle, on disait « ouais » et « ra ». Rêvons pour terminer. Rêvons, on se trouve à Versailles. Les grands du royaume sont devant Sa Majesté, devant Louis XIV. Et Louis XIV se lève et dit « Adam Master, c'est moi le roi !» Eh bien, Louis XIV était notre ancêtre à nous patoisans. Merci. Merci Serge Bertin pour cette leçon de patois et d'histoire, pour ce patois de Ouvrons l'histoire. Merci à vous trois d'avoir été mes invités de cette troisième partie. Nous allons passer maintenant, évidemment, à la ville... non, on va passer tout de suite à la Sarthe-et-vous, pardon. La Sarthe-et-vous, c'est parti. Et la Sarthe-et-vous, c'est vous qui allez pouvoir nous envoyer vos photos, vos images, vos souvenirs de la Sarthe, et qu'on partagera évidemment sur le plateau chaque mardi soir. Donc c'est vous qui construisez évidemment cette chronique. Si vous avez évidemment des choses à envoyer, vous pouvez nous joindre à contact@lmtv.fr ou par courrier LMTV Sarthe, 21 rue de Pasteur, 72 000 Le Mans. Et tout de suite, on passe à nos 5 dernières minutes que je vais passer avec mon invité d'honneur, Jacques Gouin. C'est parti. Alors Jacques Gouin, merci d'avoir été là tout au long de l'émission, d'être intervenu. Merci de m'avoir invité. C'était avec grand plaisir. On va parler évidemment de vous en tant que comédien, metteur en scène. C'était la 13e année durant le mois de juillet et d'août que vous avez joué autour de la Nuit des Chimères. On a pu vous trouver dans 2 spectacles. Ce qu'on appelle les chimériques. Alors ça a eu plusieurs noms, mais les chimériques, c'était la 13e année cette année. Et puis, donc vous ne faites pas que ça de votre... Heureusement, j'aurais un travail tout à fait saisonnier, que l'été, ce qui serait sympa, mais... Donc vous êtes créateur, animateur de donc, cette compagnie qui s'appelle Jean Pluriel, et donc notamment comme projet, vous avez Les Improbables, ou Un peu de respect bordel, un spectacle autour du handicap où vous êtes seul en scène avec 7 chaises. 9 chaises. 9 chaises. Je fais 7 personnages, donc moi plus 6 autres. Et voilà, c'est autour du handicap. En fait, c'est un travail que j'ai fait, depuis peut-être 10-12 ans en ESAT, établissement essai. Oh là là, le service d'aide par le travail, ancien CATG spécialisé. Voilà. Et donc je travaille avec eux et j'ai eu tellement de choses, enfin ils m'ont renvoyé tellement de choses qu'à un moment j'ai eu envie de raconter ça. Notamment ils m'ont donné une définition du mot travail. Enfin, c'est quoi le travail? La question posée, pourquoi on travaille? Alors, ils m'ont dit on travaille pour gagner de l'argent, pour la sécurité sociale, pour payer son loyer. Je dis ouais mais bon, ça oui, mais toi tu pourras avoir l'allocation handicapée, pourquoi tu travailles? Et il y en a un qui me dit travailler c'est utile. Je dis
travailler c'est utile. Je dis, mais est-ce que toi t'es utile, t'es cuisinier? Il me fait, bah oui, parce que si je travaille pas, les autres on peut en manger. Toi t'es ferronnier? Bah oui, parce que je récupère les confères, je les refais, tout ça. T'es au calendrier? Bah oui, si je fais pas mes calendriers, etc. Et je suis arrivé, c'était une vingtaine, je passais tous les uns après les autres, et je suis arrivé sur moi. Et honnêtement, je commençais un peu à pas angoisser, mais à me dire, et je leur ai posé la question, est-ce que je suis utile, moi? Ils ont baissé la tête, tous. Puis au bout d'un moment, il y en a qui s'est relevé, puis qui a fait oui. J'ai dit, non, tu me dis pas oui pour me faire plaisir. Pourquoi je suis utile? En quoi je suis utile? Il me dit, tu nous fais du bien. Donc ça m'a soulagé. Mais ils m'ont donné surtout la définition du travail. Travailler, c'est être utile. C'est travailler pour la société. C'est être inscrit dans quelque chose. Et en fait, j'ai eu envie de raconter ça. J'ai eu envie de raconter ces gens avec ce qu'ils sont, leur générosité, leur coup de gueule, tu m'emmerdes, t'es con toi? On peut pas s'insulter. Non, d'accord, mais t'es con quand même. Cette chose, cette parole qui est directe, qui est rapide, et en même temps qui est pleine de choses, de bon sens. Travailler, c'est être utile. Et eux ne réclament qu'une chose, être utile, s'insérer. Et qu'on les regarde différemment. Donc ce spectacle, c'est ça. C'est 7 personnages, moi et 6 autres. Les 6 que je représente. Donc à découvrir les vendredis 13 et 14 janvier 2018 au théâtre de l'Écluse. D'autres spectacles en projet, notamment 88 Petits Marteaux. Alors ça, c'est une rencontre avec une pianiste comédienne qui voulait raconter sa vie. Comment elle est arrivée à la musique et le parcours, en fait, c'est quoi la création et c'est quoi cette chose qui nous emmène vers la musique. Et puis donc c'est Céline Villalta qui est une comédienne musicienne angevine avec qui je travaille beaucoup. Et en fait, on raconte un parcours avec tout ce que ça, la famille, la première audition. Les grands-mères qui sont là, le regard des 2 grands-mères, la grand-mère qui trouve que de toute façon elle est géniale, c'est pas la peine que les autres sont complètement nuls et qu'il n'y en a qu'une qui devrait jouer, c'est Céline. Et l'autre qui est une maman italienne, Villalta, c'est la maman italienne qui est pas très contente en fait, parce qu'à la petite fille on lui a laissé le choix musique ou catéchisme. Elle a choisi la musique, c'est quand même dommage parce qu'elle aurait pu faire quand même le catéchisme, c'est plus important. Donc c'est tout ce rapport avec la musique et la création. Et dedans, il y a un moment où il y a quelque chose qui casse, qui se vibre. Et on va passer dans le rapport avec l'instrument, piano, et l'homme. Donc ça sera à découvrir ça en janvier et février à Changer. À Changer, ouais. Au centre François Rabelais, j'imagine. Ouais. Dernière question avant de se quitter, Jacques Gouin, vous êtes comédien. Quel conseil on peut apporter aux jeunes Sartois qui nous regardent et qui veulent devenir comédiens? Bon courage. Non, mais faut y croire, faut avoir envie d'y aller, il y en a qui vivent très très bien. Moi je ne me suis jamais plaint, j'ai jamais eu tellement de galères, j'ai toujours travaillé, j'ai fait des choses qui étaient bien, des choses qui n'étaient pas bien du tout. En fait, il faut accepter ses erreurs. Faut les reconnaître. C'est pas grave de faire de la merde, enfin de faire du pas bien. Ça arrive, on en fait tous. Il faut savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire comme ça. C'est quoi ce métier? C'est un métier qui est très stressant, hein. On ne sait pas ce dont demain sera fait. On vit avec. Il faut l'accepter. Merci Jacques Gouin d'avoir été mon invité d'honneur, j'en étais absolument ravi. On peut évidemment suivre toute votre actualité sur, on a mis le site la compagnie Jean Pluriel, comme ça pour avoir toutes les informations. Mille merci. Merci. Ainsi s'achève ce deuxième numéro de Sartez-moi de là. J'aurai le plaisir moi de vous retrouver dès demain soir 18h15 pour une nouvelle édition de votre quotidienne. Bonne soirée.